Bonsoir et bienvenue à tous. L'invité du jour, il fait partie de cette génération d'acteurs politiques ivoiriens qui veulent gérer le destin de la République de Côte d'Ivoire. Il est membre du bureau politique du PDCI RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ancien député, ancien candidat à la présidentielle ivoirienne de 2015. On l'appelle Kakabe Kwadjo Kona Bertin. C'est lui qui est l'invité de Surface de Vérité. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes au Burkina dans le cadre d'un partage d'expérience avec la jeunesse burkinabé, c'est bien ça? D'accord. Je dois d'abord vous dire merci de me recevoir sur ce plateau. Je suis là pour répondre à une invitation des amis et frères burkinabés dans le cadre d'une association qu'on appelle Africa Golden, donc qui nous invite à prononcer une conférence. Le grand moment d'échange avec la jeunesse, c'est aussi en savoir davantage sur votre parcours politique assez éloquent quand même. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes partie de ces jeunes-là qu'on a à l'époque quelque peu utilisés pour casser les mouvements étudiants à l'époque, parce qu'on se rappelle, dans les années 90, il y a eu la FESI, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, mais à côté, il y avait ce mouvement, la JUS PDCI, la jeunesse universitaire et scolaire du PDCI RDA, avec des camarades, vous l'avez lancé. C'était un peu pour casser le mouvement étudiantin? Ah non, il ne faut pas dire ça comme ça. Moi, j'arrive à l'université dans les années 90 et ça coïncide avec le retour au multipartisme. Je dis bien le retour au multipartisme. Houphouët-Boigny est un visionnaire, un démocrate, qui lui a créé le PDCI RDA, sans oublier que le passé de la Côte d'Ivoire en la matière est éloquent. Il n'y avait pas que le PDCI RDA. Pour bâtir la Côte d'Ivoire, Houphouët a préféré convaincre tous ses compatriotes que nous soyons tous dans un même parti pour nous éviter le querelle inutile que nous vivons depuis une vingtaine d'années. Ce que ses compatriotes ont accepté devraient ensemble, dans un même creuset, le PDCI pour donner la priorité au développement de la Côte d'Ivoire. En 90, nous devons revenir au multipartisme avec le discours de la boule. Houphouët-Boigny actionne la Constitution puisque c'était consigné, prévu par la Constitution, le retour au multipartisme. Donc, dès lors que le besoin s'est fait sentir et que les Ivoiriens ne voulaient plus être ensemble dans un même parti, qui voulaient eux aussi la démocratie, le pluralisme politique, eh bien Houphouët a autorisé que cela voie les jours. Mais jusque-là, l'école était dominée par un mouvement estudiantin qui était une sous-section du PDCI RDA qu'on appelle le MESI. Houphouët-Boigny, qui voulait être juste, un homme de justice, a estimé déjà en 89 que le MESI, dans un contexte pareil, n'avait plus sa place. Donc Houphouët a fait dissoudre le MESI, laissant donc un vide. La FESI naît dans son comportement, dans son agissement de tous les jours. La FESI s'est montrée un bras séculier de l'opposition naissante qui cherchait des arguments contre Houphouët, mais visiblement il n'y en avait pas. Et bien sûr que l'école ivoirienne traversait en ce moment quelques difficultés et l'opposition ivoirienne s'arc-boutait, n'est-ce pas, sur les problèmes de l'école ivoirienne pour tenter de titiller Houphouët. Nous autres, qui avons vu l'œuvre gigantesque de construction bâtie par Houphouët, nous ne pouvons pas accepter qu'au motif de demander beaucoup de bus, les étudiants brûlent des bus qui existent. Nous ne pouvons pas accepter qu'au motif de demander la construction d'amphithéâtres, on brûle ce qui existe. C'est ce message de braise que nous n'avons pas accepté, nous n'avons pas compris, on n'y a pas adhéré. Nous avons créé autre chose pour dire oui, on peut revendiquer un mieux-être, de meilleures conditions d'études, pas forcément en cassant, en utilisant un message et le langage de braise. Nécessairement, je n'ai pas adhéré à la FESI, on a créé autre chose, ça ne fait pas de nous des étudiants utilisés pour casser des mouvements de grève. Bien au contraire, je pense qu'aujourd'hui, si vous posez la question à tous ces anciens FESites devenus certainement des cadres de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, s'ils sont fiers de ce passé-là, eh bien, ils ne sont pas nombreux qui vont vous le dire. Donc, nous l'avons fait avec fierté pour défendre l'université, pour dire qu'on ne peut pas passer toujours le message de la violence, de la casse. Et regardez la suite. Quand il y a eu la crise que nous avons traversée de part et d'autre, au nord comme au sud, les animateurs de la crise ivoirienne, c'était les anciens militants de la FESI. Des camarades comme Guillaume Soro, par exemple, ou Charles Blé Goudé, ont utilisé ce créneau-là, le mouvement syndical. Vous, très rapidement, vous vous êtes inscrit vous êtes affiché politiquement. Très rapidement, je suis un militant du PDCI RDA. Très rapidement, je me suis affiché pour défendre l'œuvre gigantesque de construction de Félix Houphouët-Boigny. Et après, il y a eu notamment la création aussi de la jeunesse. Ah, évidemment. Évidemment, quand on a commencé dans ce sillage-là, naturellement, on a
un parcours qui est devant soi. En 91, il y a eu le premier congrès constitutif de la jeunesse du PDCI-RDA, à Yamoussoukro, qui a vu l'avènement de Kone Mahamadou comme président. Nous avons animé les sections estudiantines donc, de cette branche de la jeunesse du PDCI-RDA, mais pas en cagoulé, pour dire que sous le couvert d'un syndicat, on agissait pour Oufoué-Boigny. C'est à découvert, à visage découvert, nous étions des militants, des jeunes militants étudiants du PDCI-RDA. On exerçait à ce titre-là sur l'espace universitaire et partout où il y avait des résidences universitaires. Par la suite, vous l'avez géré pendant 12 ans? Oui, après Kone Mahamadou, j'ai eu ce grand bonheur, moi, d'être élu en 2003, président des jeunes du PDCI-RDA, et je suis parti de ce poste en 2013. Ça a été ces cadres-là, des cadres d'apprentissage de la politique. Ce qu'on reproche aujourd'hui à la jeunesse, c'est bien ça, la culture politique. Bien évidemment, c'est une grande école d'apprentissage, croyez-vous, Oufoué-Boigny, que je cite abondamment d'ailleurs, parce que c'est ma référence, il aimait bien le dire. Il y a une école qui ne délivre pas de diplôme, c'est l'école de la vie, la plus grande et la plus belle école de la vie. Nous avons appris aux côtés de Laurent Donafologo, secrétaire général du PDCI-RDA, aux côtés de Félix Houphouët-Boigny lui-même, des anciens. Et voilà, nous avons fait nos classes. Après, j'ai été président du comité de base du PDCI-RDA et ensuite président national des jeunes du PDCI-RDA. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, sur nos campus universitaires, notamment pour le cas de la Côte d'Ivoire, cette formation-là existe encore, cette culture politique? Ça fait un moment que je n'ai pas remis les pieds sur le campus, mais j'imagine qu'il y a quand même des sections des partis politiques sur le campus. Il y a la jeunesse du PDCI qui existe toujours, ceux du FPI existent toujours, ceux du RDR. Et donc, je ne sais pas trop le mode de fonctionnement en ce moment, mais cette jeunesse existe. Alors, vous avez parlé de cet avènement du multipartisme. Est-ce qu'aujourd'hui, la réalité, est-ce que le problème de l'Afrique, ce n'est pas ça, le multipartisme? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu rester justement dans les partis uniques? On ne peut pas dire comme ça qu'il aurait fallu rester dans les partis uniques. Les choses évoluent. La démocratie n'est pas une mauvaise chose en soi. Sauf que la démocratie, elle est importée. Elle ne tient pas compte souvent de nos réalités. Ce sont des valeurs culturelles. Bien entendu. Alors, il me semble que nous, en Afrique, nous devons faire l'effort de procéder à des adaptations. C'est-à-dire, on hérite de la démocratie, c'est vrai, mais la démocratie a trouvé quand même des valeurs africaines sur place. Comment faire pour opérer ces adaptations nécessaires au bon fonctionnement de nos sociétés à nous? Mais pour l'instant, j'estime qu'elle est mal comprise, cette démocratie. Elle est encore au stade de balbutiement. Et bien, ça apporte quelques crises. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il faut reconnaître, Oufou n'a pas eu trop tort de penser qu'on n'était pas prêt à l'époque d'aller au multipartisme. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des exemples qui fonctionnent bien. C'est aussi aujourd'hui le cas de la Chine populaire avec le Parti communiste chinois, presque parti unique. Ça fonctionne bien. C'est bien, ça veut dire que ce n'est pas forcément une donnée universelle, que chaque pays peut avoir son mode de fonctionnement qui tienne compte ou qui inclut toutes les classes, toute la communauté, et puis on peut bien gouverner. Le cas de la Chine, comme vous dites, est là pour nous le dire. Alors, 2011, vous avez été élu député, et puis d'ailleurs vice-président du groupe parlementaire du PDCI-RDA. Oui. Là aussi, c'est un autre cap que vous avez franchi dans votre parcours politique. Et puis par la suite, 2015, vous êtes candidat à la présidentielle. Ça sonnait comme une forme de rébellion, non, au sein de ce parti? Une rébellion positive. Heureusement, une rébellion sans armes. J'ai été effectivement député pendant 5 ans de la circonscription électorale de Port-Bouët. D'ailleurs, je voudrais encore saisir cette opportunité pour remercier ces milliers d'Ivoiriens qui nous ont fait confiance, qui nous ont accompagnés. Ça a été une bonne expérience que de servir mon pays à ce niveau-là, à l'hémicycle. J'ai participé autant que faire se peut, moi, à mon niveau, modestement, à l'élaboration donc de quelques lois dans notre hémicycle. Ça a été une très belle expérience et très enrichissante. Après, moi, je suis un militant discipliné. Je pense que dans la vie, quand on décide d'être ensemble dans une association quelconque, on se donne des règles. Si on respecte ces règles, tout fonctionne normalement. Le PDCI-RDA, c'est quand même le premier parti de Côte d'Ivoire. La raison d'être d'un parti politique, c'est la présidentielle. En Côte d'Ivoire, nous avons choisi d'aller à des élections chaque 5 ans. Donc, chaque 5 ans, nous préparons cet événement dans l'élection présidentielle. Voilà qu'en 2012, le PDCI-RDA se réunit à un congrès et décide presque à l'unanimité de ce que nous devrions participer aux élections de 2015 avec un militant
actif du PDCI-RDA. Le même congrès décide de ce que le président Bédié soit le président du PDCI-RDA. Nous le respectons parce que le congrès a décidé qu'il soit le président du parti. De la même façon, nous respectons le président du PDCI-RDA. Nous devons respecter les autres résolutions du congrès. Entre autres, avoir un candidat. C'est aussi simple que ça. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite égale liberté. Le président du parti que je respecte prend lui tout seul, unilatéralement, la décision de piétiner les résolutions du congrès du PDCI-RDA pour faire de M. Alassane Ouattara, je n'ai rien contre lui, candidat du PDCI. M. Ouattara, quoi que nous l'aimions, qu'on l'aime, il n'est pas militant du PDCI-RDA. Il est le président du RDR. Le RDR le choisit et nous avions à l'époque notre alliance RHDP. L'alliance, là aussi, stipulait clairement qu'au premier tour, les 4 partis membres de l'alliance ont chacun un candidat au premier tour. L'UDPCI, Mabri Touakesso, était candidat en 2010. Le président Lassale lui était candidat en 2010. Le président Bédi était candidat en 2010. Et puis Anaki Kobena était candidat en 2010. La règle, c'est que celui qui va au second tour, les 3 autres qui ont été recalés, eh bien, l'accompagnent. Ça, c'est la parole donnée. Sur la base de cette parole, puisque nous sommes des hommes de parole, en 2010, M. Ouattara est passé au 2e tour. Nous l'avons soutenu pour faire de lui président de la République de Côte d'Ivoire. La règle n'ayant pas changé, je m'attendais bonnement à ce que, eh bien, on respecte le même cheminement. Qui est un candidat PDCI en 2015. Qui est en 2015, exactement comme on l'a fait en 2010. Il n'y a pas eu d'histoire. D'accord. Il n'y a pas eu d'histoire. Malheureusement, le président de mon parti en a décidé autrement. Et comme je ne voulais pas la mort du PDCI-RDA, à mon corps défendant, j'ai dû être candidat indépendant. Et je crois que pour une première expérience, on n'a pas été ridicule. On n'a pas été ridicule. D'ailleurs, beaucoup de militants du PDCI-RDA nous ont salués, nous ont félicités. Est-ce que ce n'était pas plutôt parce que vous étiez déjà trop pressé? Mais non. Parce que ça pouvait relever juste une stratégie politique. Ça a été décidé, et bien sûr, je suppose, en âme et conscience. Je dois vous dire une chose. S'il y a une décision que j'ai souffert pour prendre, c'est-à-dire, c'est bien celle-là, aller contre la décision du président Henri Konan Bédié, que j'appelle volontiers, affectueusement mon père. Aller contre sa décision, c'est la chose qui a été difficile pour moi dans ma carrière jusque-là. Je n'avais jamais, jusqu'en 2015, planifié être candidat à l'élection présidentielle. Je restais là, jusque-là, un militant discipliné au service de son parti, à la limite un soldat. Et donc, je dis, si nous n'allions pas à ces élections, quand vous arrivez dans la Côte d'Ivoire profonde, nos parents qui n'ont pas été très loin à l'école, qui vont voter très souvent, c'est par quoi ils reconnaissent le PDCI? Par l'éléphant. Alors si en 2010 déjà, parce qu'on a soutenu Alassane Ouattara au second tour, nous allons appeler nos militants à ne pas voter l'éléphant. Si en 2015, on va habituer nos éléphants, nos militants à ne pas voter l'éléphant, mais quand ils auront perdu cette habitude-là, à quel moment ils vont venir apprendre encore à voter pour savoir que l'éléphant, c'est ce qu'il faut voter? Donc je dis, c'est un parti où il y a la démocratie à l'interne. Quand c'est décidé, la discipline du parti aurait voulu que vous rentrez dans les rangs. Est-ce que ce n'est pas suicidaire votre démarche, justement? Parce que la preuve, les résultats, Qu'est-ce qui est décidé? Ce qui est décidé, c'est ce qui a été décidé. Le Congrès, c'est l'instance suprême. Et nul, personne au PDCI-RDA n'a le droit de piétiner les résolutions d'un Congrès. Le président du parti doit être le premier à donner l'exemple. S'il doit être resté un modèle, un exemple irréprochable, il doit être le premier à faire respecter les textes du parti. Les résolutions sont claires, nous devrons avoir un candidat. Ce n'est pas moi qui ai fauté. Moi, j'ai été fidèle aux résolutions du Congrès. Et cette expérience solitaire pour cette présidentielle, finalement, qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? Ben écoutez, ça n'a pas été fameux, au résultat. Ah, c'est ce que vous croyez. J'ai été à ces élections... Moins de 4%? J'ai été non, moins de 5%. À la limite 5%. J'ai été à ces élections d'abord contre mon parti. Mon parti était contre moi. J'avais le FPI contre moi. J'étais face au président Alassane Ouattara, donc contre le RDR. Et je suis parti pour une première expérience, pour un premier essai, 5%, quand je regarde bien dans l'histoire. Celui qui a battu ce record avec un appareil, il s'appelle Laurent Gbagbo en 90, face au président Houphouët-Boigny, n'ont pas été ridicules, je peux vous le dire. Plus de 120 000 Ivoiriens qui nous ont fait confiance déjà. Je crois que ça a été une très bonne expérience. C'était une bonne expérience pour vous, cette présidentielle. J'imagine bien. Alors, est-ce que ça a eu finalement ce choix politique du président Bédié de soutenir Ouattara en 2015
et tout ce qui s'en est suivi avec justement votre candidature, est-ce que vous pensez que ça a eu un impact aujourd'hui sur le PDCI-RDA? Mais les événements sont là. Il n'y a pas si longtemps que le président du parti lui-même reconnaissait devant les chefs coutumiers qu'il a eu tort, qu'il s'est trompé, qu'il le regrette. Moi, je n'en dis pas plus. Aujourd'hui, le PDCI-RDA s'en sort quasiment divisé. Il a perdu tous ses cadres les plus importants qui, pour la plupart, totalisent une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années au gouvernement. Je ne connais pas de parti politique qui envoie ses meilleurs cadres au gouvernement pour les perdre avec joie par la suite. Le PDCI est divisé. Vous avez des cadres qui ont créé autre chose sur les traces d'Houphouët-Boigny. D'autres ont créé aujourd'hui, je crois, la Renaissance. Bon, le PDCI traverse un moment difficile. C'est vrai que nous avons connu beaucoup de départs. En 90, il y a eu le retour au multipartisme. Évidemment, le FPI est né, l'USD est né, le PIT est né, oui. Après, il y a eu en 94 la naissance du RDR. On a encore connu beaucoup de départs. Après, il y a eu le coup d'État. En 99, l'UDPCI naît. On connaît quelques départs. Et cette fois-ci, là, c'est quand même significatif. Nous perdons des militants chevronnés, des ministres du PDCI-RDA, des collaborateurs de longues années du président du parti. Ce n'est pas rien. Et le parti est dans la tourmente. Et quel est votre positionnement aujourd'hui au sein du PDCI? Est-ce que vous avez repris l'angle avec le président Bédié? Vous dites que vous êtes victime d'ostracisme. Bédié, le président Bédié, pour être plus précis, nous nous parlons quand c'est nécessaire. Nous nous parlons. Son agenda est beaucoup chargé ces derniers temps. On ne s'est pas vu ces derniers temps régulièrement, mais nous nous parlons. Et je suis un militant comme tout le monde. Je suis membre du bureau politique. Je ne suis pas dans la gestion quotidienne du parti, mais nous sommes nombreux, beaucoup de cadres compétents qui peuvent servir à ce poste. Et je me plais bien dans mon rôle de militant de base. Toujours un soldat perdu? Ben, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ceux qui l'ont dit qui peuvent aujourd'hui dire s'il reste toujours un soldat perdu. Mais il reste entendu que, au regard des événements, des faits que nous voyons, toute modestie mise à part, je crois que toutes mes positions ont triomphé. On a eu raison quelquefois, donc je pense que c'est plutôt un soldat éclairé. Alors, que vaut véritablement le PDCI aujourd'hui avec toutes ces dissidences? Heureusement que le président Houphouët a eu le temps de l'implanter dans le cœur des Ivoiriens. Ce parti-là, c'est vrai que c'est une œuvre humaine. Aucune œuvre humaine ne peut être parfaite. Évidemment, pendant 40 ans, le PDCI a conduit la Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas dire qu'on a toujours tout bien fait. Mais les Ivoiriens, quand ils font le bilan global, voici un parti, du temps où il était aux affaires, pendant 40 ans, nous avons connu la paix. Pendant 40 ans, on n'a pas fait couler le sang humain. Croyez-moi, la vie, elle est au centre de la préoccupation politique. Et c'est Dieu qui donne la vie. C'est pour ça que la vie est sacrée. Et c'est à Dieu qu'il appartient de prendre la vie. Et il me semble que la politique a quand même pour finalité d'améliorer la vie. Mais si nous devons améliorer la vie, il faut qu'elle soit donc protégée, qu'elle vive. Or, aujourd'hui, depuis que le PDCI a perdu le pouvoir, regardez vous-même, tuer est devenu un acte banal. Les Ivoiriens meurent en série et la politique commence à faire peur. L'on s'imagine qu'on y vient pour trouver la mort. Ce n'est pas ça que le PDCI a enseigné à la Côte d'Ivoire. Eh bien, nous avons connu la paix avec le PDCI-RDA. Nous avons fait l'effort de protéger la vie des Ivoiriens, les amener à vivre ensemble dans une communauté de destin, à se considérer comme appartenant à une même nation. Le PDCI est comptable des deux mandats du président Ouattara? Bien entendu, je ne vous discute pas. Nous avons le PDCI-RDA était là au premier mandat, le PDCI-RDA était là au second mandat jusqu'à avant-hier. Je ne vois pas comment, par quelle gymnastie intellectuelle, on peut se soustraire du bilan du président Ouattara. Finalement, vous vous dites ce divorce Bédié-Ouattara, l'histoire vous donne raison? Mais c'était prévisible. C'était prévisible. Prévisible? Apprenons dans tous les contacts que nous avons, dans les relations que nous entretenons, surtout quand nous savons que c'est pour un peuple, apprenons à construire sur la vérité, apprenons à construire sur l'amour, apprenons à construire sur la sincérité. Trop de calculs politiciens souvent mènent à ça. Alors, finalement, est-ce que le PDCI aujourd'hui, avec tous ces problèmes, est capable de revenir aux affaires? Le PDCI a toutes ses chances dans ce pays, pourvu qu'il se donne une bonne direction. C'est-à-dire avec avec toujours le président Bédié? Écoutez, le PDCI-RDA, vous Ou voyez... alors il faut opérer aussi ce changement générationnel à l'interne? Écoutez,
Les congrès sont des moments de bilan. La cohérence et la logique auraient bien voulu que 5 ans après, qu'on aille à un autre congrès pour faire le bilan. Qu'est-ce que l'appel de Daoukro a apporté au PDCI-RDA? Si les dirigeants actuels du parti ont le cutus du congrès, ils peuvent continuer. S'ils n'ont pas le cutus, eh bien, en ce moment-là, ils sont blâmés et on regarde l'avenir. Mais comme il n'y a pas eu d'occasion de bilan, on ne s'assoit jamais au PDCI-RDA, on ne tire jamais les leçons des événements qui nous arrivent, on ne fait aucun bilan, personne n'est responsable de rien, on continue et depuis une vingtaine d'années, nous partons d'échec en échec, et puis bon, ça ne préoccupe personne. Et alors, faute de pouvoir vous faire entendre ou de peser dans la gestion du parti, on se demande qu'est-ce que vous y faites toujours? C'est mon parti. J'ai choisi d'être militant de ce parti et fait le serment de ne pas changer devant le président Oufouette. Et je n'ai pas envie d'avoir l'âme d'un transhumant. Je n'ai pas envie d'avoir l'âme d'un transhumant. Et puis, c'est votre carrière politique. Quand on se marie, on dit on se marie pour le meilleur et pour le pire. Je n'ai pas pensé en venant au PDCI-RDA que mes positions vont toujours triompher, qu'on va tout me dérouler sur mon chemin. Il y a des hauts, il y a des bas. Je porte ma croix et j'assume. C'est mon parti pour l'instant. En attendant, c'est votre carrière politique qui est en pâtit. Ce qui est important, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de chercher à tirer son épingle du jeu de façon solitaire. Ce qui est important, c'est la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous faisons là, est-ce que ça aide la Côte d'Ivoire à aller de l'avant? Si c'est le cas, oui. Mais si ce n'est pas le cas, en ce moment-là, on essaie de voir, mais croyez-moi, on s'organise d'une façon ou d'une autre. Ou alors, Kakabe s'est rendu compte qu'en dehors du PDCI, il ne pèse pas lourd sur la scène. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Déjà, j'ai la certitude que je pèse au moins à peu près 5%. Il y a 5 ans avant, je pèse 5%. Donc là n'est pas le problème. Le problème, c'est que dans la vie, je crois qu'un homme doit avoir un parcours. Un homme doit avoir des principes. Un homme doit avoir... La fidélité, pour vous, c'est important? Pour moi, ça compte, la fidélité. Parce que je n'ai pas envie de donner l'impression aux Ivoiriens que mes positions varient au gré de mes intérêts. Je veux avoir une ligne, j'ai un profil de carrière politique que je n'envisage pas en dehors du PDCI. Je me le suis imposé moi-même et je veux pouvoir respecter cela. C'est tout, c'est une question de conviction. Après, ça me vaut ce que ça me vaut, mais j'assume. Le RHDP unifié aujourd'hui, c'est beaucoup plus solide? Ben, comme on n'a pas encore pesé, je peux savoir qu'est-ce qui est plus solide. Ouattara rêve, à votre avis, il rêve d'un troisième mandat? Ben, c'est des rumeurs qu'on entend pour l'instant. Il ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Je ne peux pas... Pensez qu'il peut franchir le Rubicon? J'en sais rien. Attendons de voir qu'il se prononce et puis on verra bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres alternatives en dehors de Ouattara dans le RHDP unifié aujourd'hui? Ben, vous ne ferez pas cet injure à un pays comme la Côte d'Ivoire après combien d'années d'indépendance? Je veux dire au sein du RHDP, pas... Est-ce qu'après Oufoué, la Côte d'Ivoire n'a pas continué? Nul n'est indispensable. Personne n'avait pensé que sans Oufoué, et pourtant Oufoué et moi, il y a si bien longtemps, demain, le président Ouattara partira, la Côte d'Ivoire doit continuer. Parce qu'on a pensé que le dauphin naturel, c'était Guillaume Soro, mais finalement, là également, c'était le deuxième divorce, après Bédié. Bon, comme je n'étais pas avec eux, je ne peux pas savoir. Donc, vous voyez que j'ai un peu de malaise, j'ai un peu de mal à répondre parce que je ne sais pas. Ce divorce Ouattara-Soro, est-ce que vous y croyez vraiment? C'est sincère ou pour vous, ça relève de la stratégie politique? J'avoue personnellement que j'y ai jamais accordé d'intérêt particulier pour savoir si c'est sincère ou pas. Et quelles leçons vous en tirez justement? Ben, il y a tellement de divorces dans ce pays maintenant, on ne sait plus lequel doit retenir notre attention. Pour vous, ça permet de redistribuer les cartes? C'est devenu monnaie courante dans le pays maintenant, les divorces, voilà, c'est devenu monnaie courante. Soro, il peut être un candidat sérieux pour 2020? Ben, c'est possible. Vous également, vous serez candidat? J'en sais rien pour l'instant, à l'heure actuelle. Écoutez, je vous ai dit qu'en 2015, ça n'avait pas été quelque chose de planifié. C'est arrivé comme ça dans mon parcours. Je ne dis pas comme un accident de parcours, mais devant les faits, j'ai dû faire avec. Après, je ne fais pas de ça une fixation. Ce que je souhaite, c'est que le parti d'Oufoué ne disparaisse pas. Pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il ait un candidat. Comment vous pouvez vous imaginer que
nous sommes là en 2019, bientôt 2020. Nous prétendons revenir aux affaires sans savoir avec qui on va aller compétir. Une élection présidentielle, c'est d'abord un rendez-vous entre un individu et un peuple. On ne sait même pas qui le PDCI présente. On ne sait pas. Jusque-là, c'est un tabou. On suppose qu'avec ce divorce, naturellement, le PDCI aura son candidat. Ben, rien ne le dit absolument, parce que les cartes, elles sont pas encore, on n'a pas encore abattu toutes les cartes. Nous avons encore un peu de temps devant nous. Tout est possible en Côte d'Ivoire. Bédier, il fera le bon candidat, non? C'est vous qui le dites, le PDCI RDA. La sagesse, l'expérience. Il y a un mot de mécanisme de désignation de nos candidats, ça se fait à une convention. Quand viendra le moment, nous irons donc à cette convention-là, je suppose, et puis les militants diront lequel d'entre nous est apte à nous faire gagner les élections. Ça veut dire que vous seriez candidat aux primaires? Je n'en sais rien pour l'instant. Sauf que, je l'ai dit récemment, si un jour je dois être président de la Côte d'Ivoire, si un jour je dois être candidat, mon souhait c'est d'être candidat du PDCI-RDA. Et pour être candidat du PDCI-RDA, ça ne se fait nulle part ailleurs qu'à une convention. Ça veut dire que mon parcours, mon action s'inscrit là, dans ce canevas. Mais est-ce que c'est la convention qui arrive? Pour l'instant, il est trop tôt de le dire, j'en sais rien. La question, c'est aujourd'hui, et c'est un peu un débat général dans la plupart des pays africains, c'est aussi cette dynamique de changement générationnel. Pourquoi au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a quand même des figures de proue, il y a vous, il y a Sorodium, il y a Blé Goudé, il y a certainement bien d'autres. Pourquoi vous ne vous retrouvez pas ensemble pour créer ce changement générationnel? Mais quand savez-vous? Le président de la République lui-même a dit il n'y a pas si longtemps que le temps est venu de passer le témoin à une nouvelle génération. Je crois que s'il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que la Côte d'Ivoire aspire, comme de nombreux pays africains, au renouvellement de sa classe politique, au rajeunissement. Le dernier du congrès du PDCI-RDA auquel j'ai participé a eu pour thème le PDCI-RDA. Renouveau, renaissance, rajeunissement. Ce n'est pas moi qui ai imposé ce thème au congrès. Ça veut dire que le thème reflète l'aspiration, n'est-ce pas, du parti, des militants. Donc je pense qu'il y a un besoin réel aujourd'hui de rajeunir, de rajeunissement, et nul ne peut y échapper. Encore faut-il que votre génération arrive à se retrouver autour de l'essentiel, à renoncer à des égos pour pouvoir créer cette révolution. Bien sûr. Alors, vous voyez bien, moi j'estime qu'on peut avoir des opinions divergentes, sans forcément être des ennemis. Récemment, beaucoup s'interrogent sur mes différents voyages à La Haye. À La Haye se trouvait l'ancien président ivoirien, le président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas de son parti politique. Moi, je suis PDCI-RDA. À La Haye se trouvait également Charles Blé Goudé, le ministre Charles Blé Goudé, qui est de ma génération. Vous avez cité Charles Blé Goudé, vous avez cité Guillaume Soro et bien d'autres, Ahmed Bakayoko, et Mabri Touakese Albert. Nous sommes de la même génération. Je dis, dans ma démarche, je veux pouvoir démontrer à ce peuple qui sort de ce grand traumatisme que la politique, elle peut se faire sur une base de fraternité. On peut ne pas avoir les mêmes idées. Sur un plateau, on peut animer un débat contradictoire, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. J'ai tendu la main à un frère, je continue de tendre la main à un frère qui est en difficulté, qui est en prison. Ça, c'est le côté humain, le visage humain de la politique. C'est du marketing politique, non? Non, loin de là. Demain matin, je ne me fais aucun complexe. Blé Goudé, s'il est écrit dans son parcours par Dieu Tout-Puissant qui va être président de la Côte d'Ivoire, il le sera demain. Mais si demain Blé Goudé est président de la Côte d'Ivoire, mes enfants n'ont pas d'inquiétude. Si demain je suis président de la Côte d'Ivoire, ces enfants n'ont pas d'inquiétude. Pour vous, le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Et pour vous, justement, la libération de Gbagbo et de Blé Goudé, c'est là une belle opportunité de se retrouver pour le vivre ensemble. Moi, j'essaie d'être cohérent. J'essaie d'avoir des positions que je défends. J'ai participé à la victoire du président Ouattara en 2010. Quand le président Ouattara est arrivé au pouvoir, lui-même a demandé qu'on aille à la paix et à la réconciliation. Moi, j'ai applaudi de mes 10 doigts parce que, au fond, ma culture politique, c'est la paix, c'est le dialogue. C'est ce qu'Oufoué nous a appris. Or, on ne dialogue pas avec soi. Pour dialoguer, il faut être à deux. Quand le président de la République demande qu'on aille à la paix et à la réconciliation,
Pour moi, c'était l'opportunité que nous avions pour renouer avec le dialogue. Houphouët-Boigny a dit, quand vous n'avez pas pu faire l'économie de la guerre, tôt ou tard, vous aurez recours au dialogue. Mais sauf qu'après avoir tué beaucoup d'Ivoiriens, eh bien, nous voulons aller à la paix. Nous voulons la réconciliation. Nous voulons savoir la vérité sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que, mine de rien, 3000 morts, c'est pas rien. Les Ivoiriens veulent savoir qui a tué qui. On a estimé à un moment donné que c'est à La Haye qu'on peut faire ce procès. Pour moi, peut-être je peux me tromper, je me dis, eh bien, si nous voulons savoir la vérité à La Haye, alors dans ces conditions-là, on déporte tous les belligérants à La Haye. Eh bien, de leur opposition, les Ivoiriens sauront qui a fait quoi. C'est Gbagbo Laurent seul qui a été déporté à La Haye. J'ai considéré ça comme une injustice. Et pendant 7 ans, je n'ai pas arrêté de le dire. Et j'ai demandé justement qu'on aille à la paix. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, et même singulièrement, disons-le, en Afrique, quand dans un village, 2 villageois arrivent à faire des histoires et qu'on veut les réconcilier, le chef du village les appelle, chez nous on appelle ça sous l'abapalabre. On fait asseoir les 2, on leur donne la parole, chacun s'explique, la chefferie prend le temps de les écouter. À un moment donné, on suspend la séance, les chefs se retirent, après concertation, ils viennent, ils donnent le verdict. Monsieur, je vous aime bien, vous êtes mon fils, mais là, vous n'aurez pas dû, vous avez tort, vous embrassez votre ami et on va à la paix. Mais si, après que ces 2 en arrivent aux mains, le chef du village décide de chasser un des belligérants du village, l'autre, il reste seul au village, avec qui il se réconcilie. C'est un peu dans cette situation que nous nous sommes retrouvés. C'est pourquoi je n'ai pas arrêté de demander que nous puissions aller à une sorte d'amnistie pour que nous donnions une chance à la paix. Il y a eu cette grâce présidentielle. Mais cette grâce présidentielle que nous avons saluée. Je demandais pendant 7 ans au président de la République, Alassane, de libérer les prisonniers. Ben, tant qu'il n'avait pas fait, je l'ai demandé. Le jour où il libère les prisonniers, presque la quasi-totalité, ce n'est pas un acte banal. Là aussi, avec courage, je l'ai félicité, je l'ai salué, et j'entends le lui dire de vive voix le jour où j'aurai l'occasion de me retrouver en face de lui. Aujourd'hui, le président Gbagbo est libéré. Charles Blé Godé est libéré. Les 2 sont acquittés. Bien, ils sont libérés. Ils ne vont pas rester éternellement à l'étranger. Ils ont un pays, la Côte d'Ivoire. Il faut bien qu'ils retournent dans leur pays. Comment on fait? Nous savons tous que le président Gbagbo n'est pas allé en villégiature. Nous savons le contentieux qu'il a laissé derrière lui en Côte d'Ivoire. Comment va-t-il venir si on ne noue pas le dialogue? Il fut un temps où, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, à un moment donné, le président de la République actuelle, Alassane Ouattara, s'était retrouvé à l'extérieur du pays, par la volonté d'Henri Konan Bédié. Il a fallu un coup d'État pour que le président Ouattara rentre en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on va conseiller un coup d'État pour que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire? Non. Les Ivoiriens ont trop souffert. Il ne nous reste plus qu'une seule voie, la voie du dialogue. Le temps est arrivé. Pourtant, enfin, les initiatives, ce n'est pas ce qui a manqué justement pour ce dialogue. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui crée le blocage? Il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut maintenir le cap. Il faut continuer. Il y a un temps pour faire des palabres. Il y a un temps pour aller à la paix. Je crois que le temps des histoires est derrière nous. Maintenant, nous sommes dans le temps de la paix. Le président de la République, Alassane Ouattara, il s'est rendu à la Mecque. Personne n'a fait attention. J'imagine que quand on va à la Mecque, c'est au lieu de spiritualité. Quand on en revient, eh bien, on a le cœur plein d'amour, le cœur plein de tolérance, le cœur plein de pardon. Ça s'est manifesté par la libération, n'est-ce pas, des prisonniers, du moins le grand nombre. Je l'ai signifié au Premier ministre que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps. Qui peut le plus, peut le moins. À partir du moment où le président a libéré le plus grand nombre, il peut encore lui être possible de libérer cette petite poignée de gendarmes qui sont encore en prison. C'est encore possible. Deuxièmement, un des éléments qui cristallise les passions aujourd'hui dans notre débat, c'est la CEI. La CEI, pendant longtemps, moi-même qui vous parle, j'ai organisé des meetings, j'ai organisé des marches, j'ai organisé des sittings contre la CEI. Voici que le président de la République lui-même vient reconnaître que la CEI doit être réformée. Non seulement il le reconnaît, il commet son Premier ministre qui, pour la première fois depuis 8 ans qu'ils sont aux affaires, reçoit toute la classe politique ivoirienne pour en débattre. En tant que militant du PDCI-RDA, attaché aux valeurs de Félix Houphouët-Boigny, c'est comme ça que j'aimerais voir la Côte d'Ivoire dirigée. Dès lors, c'est aussi là un acte à saluer, à encourager. Et j'ai été le signifier de vive voix au Premier ministre. Maintenant, il faut qu'ensemble, on dit gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. Maintenant, il est temps
que nous organisons ensemble le retour du président Laurent Gbagbo, que nous devons inscrire dans une logique de dialogue entre le président Gbagbo, son camp, et le président Alassane Ouattara, et son camp également. Le dialogue là est incontournable, il faut aller courageusement au dialogue. Aller au dialogue, c'est vrai que vous le prônez, mais parfois on a l'impression que l'ensemble des acteurs parlent de dialogue, de réconciliation, mais au fond, ne veulent pas de cette réconciliation. Et pourtant, c'est incontournable. Nous sommes bien obligés de passer par là. Si vous donnez une petite chance à nos petits-enfants qui vont à l'école aujourd'hui d'avoir de quoi à s'occuper demain pour bâtir l'avenir de la Côte d'Ivoire, nous sommes bien obligés d'aller au dialogue. On ne peut quand même pas laisser en héritage la paix, la guerre en héritage à nos enfants. Notre responsabilité ici se trouve être engagée. On va pas, depuis comment Oufou est décédé. Lui qui nous mettait constamment en garde contre la guerre. Il a bâti des mosquées en Côte d'Ivoire, des temples, des églises, même une basilique. Il dit, je m'en vais, je vous laisse en héritage la paix, mais ne faites jamais la guerre. On a préféré faire la guerre, et voici depuis 20 ans, 25 ans, c'est maintenant qu'on a pu bâtir un second pont. Souvenez-vous, ce deuxième pont à l'Issolvo, un deuxième mandat après l'échangeur. Qu'est-ce qu'on a ajouté à ce que Oufou a construit? On a passé le temps à nous battre. On annonce d'autres infrastructures. Mais bien sûr, parce qu'il y a la paix, non? C'est parce qu'il y a la paix qu'on peut ajouter quelque chose à ce que Oufou a bâti. Donc la paix est si bonne chose. Oufou, c'est l'image consensuelle, c'est l'homme politique qui fait consensus au niveau de la Côte d'Ivoire. Finalement, oui. Vous, acteurs d'aujourd'hui, qui êtes-vous? Qui est Kakabe? Qu'est-ce qu'il veut finalement pour la Côte d'Ivoire? D'abord, je veux la paix pour mon pays. Non seulement je veux la paix pour mon pays, je veux que la Côte d'Ivoire renégocie, renoue avec son destin de pays phare. Les autres pays du monde n'attendent pas. J'ai visité beaucoup de pays après la guerre et des enseignements forts nous ont été donnés. Des pays avec lesquels nous étions au même niveau de développement. Aujourd'hui, ils sont très loin. Le reste du monde n'attend pas. La Côte d'Ivoire ne peut pas se contenter de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est un pays phare, c'est un pays leader de la sous-région, c'est un pays leader, c'est un pays qui gagne, c'est un pays qui doit rayonner. La Côte d'Ivoire doit renouer avec son destin. Et Ouattara incarne ce leadership, non? Ben, si on avait été à l'école primaire, comme on dit, il peut faire mieux. La Côte d'Ivoire peut faire mieux. Si les conditions de paix intérieure sont réunies, si l'amour s'installe à nouveau, si les Ivoiriens ne se regardent pas en chien de faïence, s'ils ne vivent pas côte à côte et qu'ils revivent ensemble dans leur propre pays, qu'ils s'aiment à nouveau, qu'ils disent on regarde dans la même direction, un peuple uni, rien ne peut lui résister. Quelle est finalement votre vision justement pour la Côte d'Ivoire, pour cette nouvelle génération? Ma vision s'inscrit dans celle de Félix Houphouët-Boigny. Ce pays-là, qu'Oufou a voulu prospère, ami de tous, ennemis de personne, une Côte d'Ivoire au travail, une Côte d'Ivoire qui soigne ses enfants, une Côte d'Ivoire qui éduque ses enfants, une Côte d'Ivoire paisible, une Côte d'Ivoire avec des infrastructures développées, performantes, une Côte d'Ivoire qui fait envie, une Côte d'Ivoire qui attire les capitaux étrangers. Parce que chez nous, voilà, faire de la Côte d'Ivoire un paradis fiscal qui attire les capitaux étrangers, de sorte que nous puissions investir. Que dire? Vous avez vu, depuis l'indépendance, on ne fait que, je veux dire, exporter systématiquement toutes nos richesses. Il est temps que nous revoyions les choses. Comment s'organiser pour passer à la phase d'exportation systématique, à la phase d'industrialisation, pour donner une valeur ajoutée à nos produits. Nous ne serons jamais véritablement indépendants tant qu'économiquement nous ne serons pas forts, nous ne serons pas puissants, nous ne serons pas indépendants. Nous devons travailler à faire de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique en général, de notre pays, de nos petits États, de grandes puissances économiques, si nous voulons être maîtres de notre destin. Nous produisons la matière première que nous exportons. Les autres les fabriquent, les transforment, et on nous les revend à des prix insupportables. L'Afrique ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Pour la Côte d'Ivoire, c'est quoi le problème? Tout est réuni pour cela, les ingrédients sont là. C'est juste un problème de leadership ou comment ça s'explique? Nous étions si bien partis, c'est la guerre qui nous a freinés. Encore faut-il finir avec cet épisode de guerre. C'est pourquoi j'insiste sur la paix, j'insiste sur la réconciliation. Parce que c'est le préalable à tout. Tant qu'on n'aura pas réussi à ramener la paix en Côte d'Ivoire, tant qu'on n'aura pas réussi à réconcilier les cœurs, nous serons toujours là à nous interroger. Pour ça, il faudrait un Ivoirien nouveau. Quel est ce type d'Ivoirien nouveau que vous souhaitez? Mais d'Ivoirien qui aime son pays. Parce qu'il aime son pays, il doit aimer son prochain.
L'Ivoirien qui ne fait pas de la politique un lieu d'ennemi. L'Ivoirien qui sait qu'on n'est pas obligé de tuer son prochain pour faire savoir son projet. La Côte d'Ivoire doit être une, indivisible, prospère, et dans laquelle on partage les richesses de façon équitable à tous ses enfants. Malheureusement, le drame pour l'Afrique, c'est encore vous, les politiques. Le discours ne va pas avec les actes, forcément. C'est le constat. Est-ce que je peux me soustraire? Le jour où je serai aux affaires, on se retrouvera et on fera le bilan. Vous pouvez faire mieux, vous pensez? Le jour où je serai aux affaires, vous savez, on se retrouve exactement dans une situation, je donne cet exemple-là, je ne connais pas de femme au monde qui viennent sur cette terre avec l'ambition d'avoir plusieurs maris. Une bonne femme, quand elle naît, elle veut avoir un homme avec qui elle construit sa vie, elle fait ses enfants, elle s'épanouit pour toute sa vie. Malheureusement, pour nos femmes en Afrique, ce n'est pas à elles de décider de qui va être leur mari. Les hommes viennent, elles vous draguent, bien, ils sont séduisants, elles acceptent, vous passez un moment ensemble, un enfant, 2 enfants, le monsieur disparaît. La bonne dame, déçue, ne veut plus avoir affaire aux hommes. Elle reste une dame tout de même, avec les besoins naturels d'une dame. Après 1 an, 2 ans, elle est obligée d'écouter un second. Elle lui fait de la place, il vient, lui aussi, comme le premier, 1 enfant, 2 enfants, il disparaît. Cette dame déçue à jamais donne sa vie au Seigneur. Le matin, elle est à l'église, à midi, elle est à l'église, à minuit, elle est à l'église, mais à un moment donné, l'église se vide, il n'y a plus personne, elle est seule. Elle est obligée de revenir dans son lit. Mais à 1 h du matin, à 2 h du matin, Jésus-Christ n'est pas dans le lit avec vous. Vous avez besoin toujours d'un homme. C'est exactement ça, le peuple, nos peuples, qu'ils soient au Burkina, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qu'ils soient au Bénin, qu'ils soient au Togo. C'est exactement ça. Mais cette femme-là, alors qu'elle a toujours le besoin d'un homme, elle demande au Seigneur de lui amener le dernier, celui-là avec qui elle va construire sa vie. Ma prière à Dieu, c'est d'amener, que je ne figure pas, eh bien, au nombre de ceux-là qui viennent tenir un discours et qui posent des actes contraires. Faire en sorte que demain, nous soyons celui-là qui vient et qui dit qui fait ce qu'il dit, qui fait ce qu'il promet et qui fait tout pour rester dans le peuple. Après tout, Houphouët-Aimé a le dit, lui, Houphouët, était le capitaine dans l'eau. Hors de l'eau, il n'était rien. En réalité, celui qui donne le pouvoir, c'est le peuple. Le peuple, c'est Dieu. Dès lors qu'il nous a donné le pouvoir, ce n'est pas pour qu'on le brime, c'est pour qu'on le respecte, pour qu'on soit à son service, et qu'on l'aide à son épanouissement. Les Ivoiriens sont brimés aujourd'hui? Je parle généralement de la conception de la politique. Je ne parle pas du cas ivoirien, dans ce cas précis. Justement, en parlant toujours du discours, les germes de l'instabilité, c'est dans le discours des politiques. Ah, bien sûr. Il faut commencer par désarmer là, d'abord. Il va de soi. Vous êtes dans cette logique? Ce que nous devons savoir, nous-mêmes, hommes politiques, et c'est pour ça que je suis fier d'être allé à l'école de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Aimé nous dit, la plus grande chose qui doit présider aux décisions d'un leader politique, c'est la lucidité. Parce qu'au fond, tout ce que nous faisons là, qu'on ne perde pas de vue, que nous portons avec nous, dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, la vie de 30 millions d'Ivoiriens. Une action mal orientée peut coûter à un citoyen sa vie. Un propos de plus, un mot de plus peut coûter à quelqu'un sa vie. C'est pourquoi l'homme politique doit faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Notre engagement à nous, c'est de faire en sorte qu'un acte de notre part qui doit déboucher sur la mort d'un Ivoirien, on s'abstient de le poser. Un mot de plus qui doit entraîner la mort d'un citoyen, on s'abstient de le prononcer. Parce qu'au centre de tout, de notre préoccupation politique, se trouve la vie humaine. Et la vie humaine, pour nous, est sacrée. Il faut d'abord la respecter. Ouattara n'a peut-être pas réussi la réconciliation, la stabilité, peut-être, mais sur le plan économique, beaucoup de spécialistes s'accordent à reconnaître qu'il y a eu quand même un bond. Des efforts sont consentis, il ne faut pas, à ce niveau-là, critiquer pour critiquer. Des efforts sont consentis. Je toujours dit que dans un bon environnement paisible, la Côte d'Ivoire, notre pays, peut faire mieux que ce que nous faisons en ce moment. Et pour faire mieux pour vous, c'est l'alternance en 2020? Pour faire mieux, c'est d'abord rassembler les Ivoiriens, créer la paix, l'unité nationale, ramener l'amour dans le cœur des Ivoiriens. Une fois que ces conditions sont réunies, n'importe lequel d'entre nous, avec ce que je vois comme potentialité pour notre pays, peut conduire le pays vers des lendemains meilleurs. Quelle alliance possible contre le pouvoir en 2020? Écoutez,
quand on a fait le diagnostic de ce que de passé, moi, j'évite maintenant de m'inscrire dans ces logiques d'alliance contre un individu. On a tellement vu ces alliances. Malheureusement, dès qu'on atteint l'objectif, ceux-mêmes qui se sont mis ensemble contre le pouvoir se mettent à se déchirer et de fil en aiguille, on ne s'en sort pas. Je crois qu'il faut préparer une alternative crédible, avec un projet crédible, le soumettre au peuple de Côte d'Ivoire qui est souverain, qui sait aujourd'hui, qui est mature, qui sait faire la part des choses, et il décidera de qui c'est qui peut conduire demain, après-demain et pour 30 ou 50 ans à venir. Une alliance PDCI, FPI par exemple? Ben, j'en sais rien pour l'instant. D'accord. Alors, on parle aussi de questions de jeunesse africaine. C'est justement par rapport à cette relève politique. De façon globale, quand on regarde, on jette un regard panoramique, il y a comme une sorte de crise de la formation politique. Est-ce qu'à votre niveau, vous y pensez déjà? Vous avez reçu? Est-ce que vous donnez autour de vous? Ah oui, nous faisons ça tous les jours. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas aspirer comme ça à aller à un palais comme celui de la Côte d'Ivoire si vous n'avez pas de minimum de culture politique, de formation nécessaire pour la fonction. Dans tous les domaines, ce n'est pas seulement la politique, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine de l'enseignement. Nous avons besoin de former nos cadres et ça, c'est un besoin permanent. Il faut le poursuivre tous les jours que Dieu fait. La jeunesse, malheureusement, c'est un pouvoir instrumentalisé. Pour l'instant, il reste instrumentalisé. Heureusement que là encore, des signes de maturité se font sentir. Pendant combien de temps encore va-t-on l'instrumentaliser? Vous le faites aussi dans le cadre des campagnes électorales? Ah non. Moi, j'ai un principe. D'abord, moi, je n'accepte pas d'être instrumentalisé. Parce que je n'accepte pas d'être instrumentalisé, je refuse aussi d'instrumentaliser. Alors, c'est clair que j'ai des valeurs, je crois en ces valeurs. Chacun prend librement l'engagement d'adhérer à telle ou telle cause et puis s'organise pour faire triompher sa cause. Alors, comment vous voyez votre avenir sur la scène politique ivoirienne dans les années à venir? Ben, ça ne dépend que de moi-même. Ça ne dépend que de moi-même. À partir du moment où ça ne dépend que de moi-même, voilà. Vous avez sûrement des objectifs à court, moyen et long terme? Ah, bien entendu. Lesquels? Bien entendu. Quand on a été candidat en 2015, et surtout quand on a eu le parcours que j'ai eu là, bon, on doit forcément avoir des objectifs. La magistrature suprême? C'est Dieu qui décide. Mais on se bat pour ça? Bien entendu. Je suis là. Ça suppose aussi des moyens. C'est la politique en Afrique. Il faut avoir les moyens, les reins solides. Il faut sortir de ce schéma-là. C'est tout ça qui met l'Afrique en retard. Je n'ai jamais vu ou entendu un témoignage en Occident, en Allemagne ou en France ou même aux États-Unis, un président d'une république française ou allemande ou je ne sais quoi, qui, au sortir d'une audience avec un citoyen, lui paye le transport, par exemple. La politique, ce n'est pas le lieu où on distribue de l'argent. Non, je suis désolé. Cette conception de la politique, c'est ça qui tue l'Afrique. L'argent doit être mis au service du développement du pays. Et on fait de la politique la seule et unique industrie qui brasse l'argent dans nos pays. Finalement, toutes les énergies, toutes les intelligences pensent que c'est à la politique qu'on peut s'épanouir. Et tout le monde abandonne ce qu'il faut pour venir faire de la politique. Il faut changer de vision. La politique, ce n'est pas un milieu pour l'argent. On ne vient pas en politique pour se faire de l'argent. Quand on veut se faire de l'argent, on va faire le commerce. Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez des idées pour un peuple? Oui. Vous pouvez, parce que les États eux-mêmes disposent de leurs richesses. On demande simplement à un des citoyens devenu président de répartir ces richesses-là, eh bien, pour tout le monde, et construire le pays, l'améliorer, le bâtir. Donc ça ne demande pas d'être d'abord soi-même riche pour venir à la politique, puisque les moyens sont consentis, mis à la disposition du président pour bâtir le pays. C'est une conception erronée. C'est méconnaître la politique que d'en faire un milieu de business, un milieu de financier. Et ça tue tout le monde. Nos États et les leaders politiques avec. Je vois tout le monde baver, souffrir. On place l'argent au centre de tout. Évidemment, un peuple, un pays où l'argent est au centre de tout, voilà ce que ça donne. Il faut changer de cap. Il faut changer de cap.
Ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça son but, la politique. Donc on ne demande pas d'être riche pour faire de la politique. Obama a été président des États-Unis sans être forcément le plus riche des Américains. Obama, il a réussi quand même une mobilisation citoyenne de Vous ressources. dites mobiliser. Les hommes d'affaires vous disent en affaires, l'argent appelle l'argent. Eh bien, en politique, moi je vous dis que l'action politique génère toujours les moyens de son propre financement. Quand vous êtes un leader politique crédible, quand vous avez une vision claire pour votre peuple, quand vous êtes mû par le désir de servir les intérêts, rien que les intérêts d'un peuple, évidemment, vous trouverez toujours des gens pour investir en vous parce que votre action est crédible. Malheureusement, on ne vote pas les programmes en Afrique. Pour l'instant, on en est là, c'est malheureux, mais je pense qu'avec le niveau d'instruction, le niveau de culture, de plus en plus, nous allons comprendre qu'il ne s'agit pas de prendre des raccourcis en prenant les armes pour être un leader politique, mais à un moment donné, nos peuples vont être obligés, nous vont nous obliger à aller vers ces grandeurs d'âme en proposant des projets, des programmes, des idées, plutôt que d'aller sur la base de nos tribus, d'aller sur la base de moi je suis le plus fort, j'ai les armes, et puis non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Position du président Ouattara sur le franc CFA, qu'est-ce que ça vous inspire comme analyse? C'est sa position. Dans tous les cas de figure, je ne connais pas de peuple qui éprouverait une fierté à disposer d'une monnaie qui soit assujettie. Vous êtes contre le franc CFA? Je ne suis pas contre le franc CFA, mais je vous dis simplement, est-ce que les Français accepteraient demain que l'euro aujourd'hui soit assujetti, au dollar et ainsi de suite? Ben, ce qui est valable pour les Français doit aussi l'être pour les Africains. Mais je dis, je ne connais pas de peuple qui soit fier d'avoir une monnaie assujettie. D'accord. Nous sommes en fin d'émission. Vous allez me dire ce que vous pensez de Soro Diom. Tout comme Blé Goudé, c'est un ami, nous sommes rencontrés à l'université. Nous nous connaissons plus ou moins. Le président Alassane Ouattara? Ben, il est le président de la Côte d'Ivoire, en tout cas jusqu'à la fin de son mandat. Et pour terminer, Rochma Christian Kaboré, qu'est-ce que vous pensez du président du Burkina Faso? Ben, c'est au Burkinabé de le juger. Il est arrivé par la voie démocratique, ce qu'il faut saluer. Il y a eu l'adhésion populaire du peuple burkinabé. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on n'a pas de leçon à faire au peuple frère burkinabé, qui déjà est un peuple qui sait ce qu'il veut, ce qui est bon pour lui. Ici au Burkina, c'est ça l'avantage que vous avez. Dès lors que le peuple se rend bien compte que la ligne qui est donnée n'est pas bonne, lui-même il corrige les choses. Donc pour l'instant, si les Burkinabés sont fiers de lui, nous sommes fiers de lui. Merci, nous sommes en fin d'émission. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Surface de Vérité. Je recevais pour vous Kouadio Kona Bertin, membre du bureau politique du PDCI RDA en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Un bonsoir particulier à tous les Burkinabés qui nous suivent du côté de la ville d'Abidjan. Bonsoir.